Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa, merci d'être au rendez-vous de Focus. Focus spécial Côte d'Ivoire dans le cadre de l'investiture du président Alassane Ouattara et des grands chantiers de la reconstruction et de la réconciliation de ce pays. Nous recevons différents acteurs politiques, économiques et aussi membres de la société civile. Ce soir, nous recevons un président d'une ONG, c'est Monsieur Eli Alassou. Monsieur Alassou, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Vox Africa. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes membre de la société civile, vous êtes président de l'ONG Initiative pour la République et la Paix. Et alors, vous êtes aussi plus connu comme étant un soutien de l'ex-président Laurent Gbagbo, puisque vous faisiez partie de la galaxie des jeunes patriotes. On vous appelait même le Libanais de Gbagbo. Alors aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a été écarté du pouvoir. Le 11 avril dernier, c'était sa chute. Le 21 mai, c'était l'investiture d'Alassane Ouattara. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui, Monsieur Alassou? Disons que je me retrouve dans un état d'esprit quand même assez serein. C'est vrai qu'il y a une certaine contrariété, mais bon, j'avoue que je suis un patriote républicain, donc respectueux, je dirais, de la légalité constitutionnelle, de la légitimité institutionnelle, de l'ordre établi. Donc maintenant, nous allons nous mettre au service, je dirais, du nouveau président de la République et de son nouveau Premier ministre, donc du nouveau gouvernement, pour que justement on puisse entamer tous les chantiers qui sont la réconciliation, le pardon, la reconstruction et le repositionnement de notre pays qui a pris du recul, il faut le dire. Donc c'est un état d'esprit, je dirais, conquérant, pacifié en même temps, parce que nous avons traversé des périodes très difficiles et il faut en sortir. Aucune amertume, aucun regret? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis le 28 novembre, c'est vrai que j'ai fait campagne pour le président de l'ex-président déchu. Je ne me suis pas exprimé dans les médias audiovisuels et de la presse écrite depuis le 28 novembre. Pourquoi? La raison est toute simple. J'avais, si vous voulez, mon opinion sur, je dirais, cette élection présidentielle, quant au vainqueur de cette élection présidentielle. Pour moi, c'est le président Alassane Ouattara qui avait gagné l'élection présidentielle, même ayant fait campagne pour l'ex-président déchu. Nous avions fait une très mauvaise campagne, tant au niveau de la communication que du rabattage des troupes sur le terrain. Nous ne sommes pas allés au fond des choses, nous n'avons pas fait un travail de fourmi, nous n'avons pas labouré le terrain. Et tout ça, j'avais interpellé l'ex-camp auquel j'appartenais, et bon, ça n'a pas été entendu. Donc, pour moi, au vu de ce qui s'est dessiné, c'est le président Alassane Ouattara qui avait gagné l'élection. Alors, Monsieur Alassou, si on peut apprécier votre engagement républicain, je veux dire, il faudrait que tous les Ivoiriens le fassent, parce qu'effectivement, une page est tournée. C'est une nouvelle ère qui commence pour ce pays. Je veux dire, les querelles du passé, même si on ne les oublie pas, on ira en justice pour essayer de savoir qui a fait quoi. Si certains, ceux qui ont commis des crimes, devront répondre de leurs actes. Mais n'empêche, je veux dire, on ne peut pas ne pas vous poser la question, et depuis le 28 novembre, durant ces 5 mois, pourquoi vous n'avez pas conseillé votre camp? Pourquoi vous n'avez pas agi pour qu'on puisse éviter ce drame? Disons que je l'ai conseillé justement ce camp, mais pas, je l'ai fait en catimini si vous voulez. J'ai conseillé ce camp de manière officieuse, c'est-à-dire dans le silence, en tout cas en rencontrant les différents acteurs, mais bon, malheureusement, j'avais un point de vue qui était minoritaire. Donc malheureusement, ça n'a pas été entendu et nous sommes arrivés au drame auquel nous sommes arrivés. Donc je leur avais dit que si on perdait l'élection, ça n'était pas un drame. Je dirais, on se représente 5 années plus tard avec de nouveaux engagements. Donc j'ai interpellé. Et pourquoi vous n'avez pas été entendu? Qu'est-ce qui s'est passé parmi les membres du camp de Gbagbo, les Afin-Guessant et tous les autres, des gens que vous fréquentiez tous les jours, certains étaient sans doute vos amis, pourquoi ils n'ont pas compris qu'il fallait simplement respecter le verdict des urnes? Je pense que c'est plutôt à eux qu'il faut poser la question. Mais vous, dans vos discussions internes, je suppose que vous en parliez. Pourquoi certains se sont radicalisés de ce point de vue-là? Je veux dire, on peut avoir une opinion différente. On peut ne pas soutenir, je veux dire, le président Ouattara, et c'est normal. Je veux dire, mais un vote a été fait. L'un, officiellement, a gagné les élections, mais les autres se sont radicalisés, ce qui a conduit quand même à 5 mois de crise. En quelque sorte, ma question, c'est pourquoi ne pas avoir évité ce drame? Vous savez, beaucoup ne se sont pas radicalisés. Ils étaient même radicaux bien avant. Ça, je pense que ça n'a pas échappé, ça n'a échappé à personne. Beaucoup étaient radicaux, sans que ce soit une généralité. Beaucoup voulaient confisquer le pouvoir.
Donc, je disais tantôt que moi, je ne me suis pas prononcé parce que je ne voulais pas justement participer à ce hold-up électoral. Je ne voulais pas cautionner une forfaiture électorale. Donc, je suis allé les voir, j'ai parlé, mais bon, j'avais un point de vue minoritaire, ils avaient leur position. Pour eux, il n'y avait pas eu le désarmement qui avait été fait. Pour eux, il y avait eu des fraudes au nord. Donc, il y avait tellement de cas à expliciter qui, pour eux, n'avaient pas de réponse. Et donc, ils ne pouvaient pas donner la victoire à M. Ouattara. Donc, je leur avais dit, auquel cas, il ne fallait pas aller aux élections. Ou, en tout cas, moi, j'avais conseillé le président de la République qui, après le premier tour, je lui avais dit, je dirais, de maintenant exiger de facto le désarmement. Il a fait le premier tour, il est arrivé en tête, donc il était fondé à aller même plus rapidement au second tour, mais qu'il fallait que cette fois-ci, on réunifie complètement le pays. Donc, mais ça n'est pas au second tour, après les résultats, ou en tout cas le fait que le deuxième tour soit passé, qu'on va trouver maintenant à redire. Et qu'est-ce qui avait fondé votre conviction de la victoire d'Alassane Ouattara? Vu que tous ceux qui partageaient le même point de vue... Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord... Croyez le contraire, n'étaient pas du tout convaincus de la victoire de Ouattara. Je le dis franchement sans condescendance, mais avec force. Et de manière péremptoire, on a mal travaillé. On n'a pas fait de campagne réelle. On n'a pas labouré le terrain. Et puis la victoire du président Gbagbo s'est dessinée au premier tour, 38%. Montrez-moi un chef d'État en Afrique qui fait 10 ans de pouvoir et qui ne gagne pas au premier tour, ou au moins qui ne fait pas 45 à 50%. Regardez, tous les chefs d'État africains ont été tous réélus au premier tour. Le président Ouad, le président Eyadema, le président gabonais, le président centrafricain, le président ougandais, tous gagnent au premier tour, ou en tout cas frôlent les 50%. Nous avons fait 38% au premier tour. Donc la défaite s'est dessinée dès le premier tour, puisque le RHDP a fait 60%. Donc même si le RHDP perdait 5 points, 6 points, on serait tombé à, je dirais, 54% ou 53%. Donc irrémédiablement, on ne pouvait pas gagner. Mathématiquement, on ne pouvait pas gagner. Même s'il n'y a pas un report mécanique des voix. Il n'y a pas de report mécanique, il y a une dynamique du second tour. Voilà, il y a une dynamique du second tour. Et je vous le dis, nous avons fait une très mauvaise campagne. Et puis, entre les deux tours, et là j'avais cette fois-ci interpellé dans la presse mon camp, qui était tombé dans des dérives xénophobes, dans des dérives tribalistes, dans des dérives où on taxait le président Ouattara de candidat de l'étranger. Je leur avais dit, et j'avais fait une très grande conférence de presse qui m'avait valu, je dirais qu'on me remonte les bretelles, mais j'avais dit ce que je pense, parce que moi je pense ce que je dis. Est-ce que vous étiez en rupture avec votre camp? Ah, quasiment oui. Je pense que je ne voulais pas le dire, mais vous avez mis la puce à l'oreille. Oui, j'étais quasiment en rupture de banc avec eux parce que nous ne partagions pas les mêmes points de vue. Je leur disais que le patriotisme, ce n'est pas la xénophobie, ce n'est pas l'exclusion, ce n'est pas le repli sur soi, le nationalisme. Ces deux valeurs peuvent être compatibles. Donc, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et donc, je leur ai dit pendant les deux tours qu'il ne fallait pas tomber dans ces dérives où on a réveillé les démons de la guerre, où on a refait passer des CD, où on montrait, je dirais, les exactions de 2002, où des gendarmes avaient été égorgés au nord. Mais je ne comprends pas pourquoi vous étiez... On a remué le couteau dans la plaie. Je ne comprends pas pourquoi vous étiez étonné de cette rhétorique qui, c'est vrai, s'est radicalisée entre les deux tours, mais elle était déjà à l'œuvre avant le premier tour. On était tous là au mois d'octobre. Vox Africa avait fait une grosse opération et on l'avait vu. Les gens avaient même tiré la sonnette d'alarme en disant attention à des discours dangereux, des discours qui peuvent attiser la haine, qui peuvent attiser la violence, où on parlait déjà de candidats d'étrangers. Avant le premier tour, le président Gbagbo disait déjà ce sont des candidats de l'étranger. Il le disait ouvertement. On ne peut pas dire que c'était en appelant les gens à la violence, mais ça pouvait entraîner ces dérives-là. Alors qu'est-ce qui a fait qu'entre les deux tours, ce même discours vous a paru subitement anachronique, subitement inadéquat? Disons que c'est vrai que j'avais vu au premier tour quelques bribes de ce discours-là, dangereux, ivoiritaire, haineux et de division. Mais il s'est accentué, il est allé crescendo pendant les deux tours, entre les deux tours, où là même on a fait passer des CD dans tous les quartiers de l'ex-rébellion de 2002 à 2007, jusqu'à ce qu'on signe les accords de Ouaga. Et où là on a encore appuyé sur l'accélérateur, sur la division. Je leur avais dit, quand on fait campagne, surtout un président en fonction, quand il fait campagne, c'est sur des thèmes rassembleurs, c'est sur des thèmes, je dirais, d'union, d'unité, voilà, de rassemblement, pour justement capter tous ceux qui ne sont pas de facto de votre camp. Donc, ça s'est accentué. On ne m'a pas écouté. Bon, que voulez-vous, quand on me dit que le président Ouattara est un candidat de l'étranger, ça me fait rire. Les 32%
et les 54% du second tour ne sont pas des étrangers. Quand on me dit que lui-même est un étranger, un ex-frère de la Galaxie patriotique sur le plateau de la RTI qui dit qu'il est burkinabé, mais attendez, c'est à rigoler. Je veux dire, on a entendu des choses ici. Je leur disais à chaque fois, si vous considérez que M. Ouattara n'est pas ivoirien, c'est que nous-mêmes ne sommes pas ivoiriens. Ça veut dire que moi, je ne suis pas ivoirien. Et plein d'autres ne sont pas ivoiriens. La Côte d'Ivoire est un magnifique modèle d'intégration. C'est une petite Amérique. C'est un pays ouvert sur le monde, où il y a un brassage de culture depuis l'époque d'Houphouët-Boigny. Je sais de quoi je parle, j'ai vécu l'époque d'Houphouët-Boigny. Nous avons été formatés dans ce moule de l'intégration, où il y a 32% d'étrangers ici, et bien plus, parce que 32% c'est le chiffre officiel, mais officiellement il y en a beaucoup plus. C'est un carrefour géographique, c'est je dirais, c'est une terre d'accueil, de brassage culturel, ethnique. Donc tout ça, malheureusement, ça n'a pas été perçu. Donc si on considère que le président de la République, Ouattara, n'est pas, à l'époque, on disait que le candidat qui était étranger, eh ben, c'est dire qu'une bonne partie, ou en tout cas la moitié de la Côte d'Ivoire est étrangère. Alors ce discours que vous tenez aujourd'hui, qui est un ici discours... c'est une terre d'immigration, non, j'ai dit le discours que vous tenez. donc c'est une terre d'intégration. Ouais. Et le discours que vous tenez, est-ce que aujourd'hui de plus en plus de gens de la galaxie patriotique l'ont compris? Est-ce qu'ils ont changé? Pas tous. Je vous le dis sincèrement. Pas tous, non, une bonne partie ne comprennent pas, comme je le disais tantôt, qu'il y a une forte compatibilité entre le patriotisme et la tolérance, entre le nationalisme et l'ouverture. Ce sont des valeurs qui peuvent se combiner ensemble. On l'a vu, mais nous on a voulu, je dirais, se replier sur nous-mêmes. On a voulu, on était isolés diplomatiquement, il faut le dire. Ça, je dirais, il ne faut pas se le cacher. Au fait d'indépendance, on n'avait aucun chef d'État qui venait ici. L'investiture du président déchu, il n'y avait aucun chef d'État. Regardez l'investiture de M. Ouattara, il y a 21 chefs d'État africains et des chefs d'État occidentaux. Donc tout ça pour vous dire qu'ils n'ont pas perçu qu'on pouvait être nationaliste, qu'on pouvait être patriote, qu'on pouvait défendre son pays de manière patriotique économiquement, politiquement, socialement, mais tout en rejetant pas l'autre. Après avoir dit tout ça, M. Alassou, est-ce que vous restez un fidèle soutien du président Gbagbo, ou alors aujourd'hui vous avez carrément rompu les ponts avec lui? Est-ce que vous vous dites encore membre de la galaxie des jeunes patriotes avec le recul? Écoutez, moi, quand j'ai commencé en 2002 mon combat politique, j'ai dit que je défendais d'abord la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a été attaqué, ce pays, et par devoir de mémoire, de reconnaissance et de gratitude à mes parents et grands-parents qui sont venus du Liban, il y a eu la guerre, ce pays nous a vu naître et nous a offert gîte et couvert. Donc c'était mon rôle de défendre les institutions de la République. Donc, pour moi, j'ai défendu le pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Et forcément, comme quelqu'un incarne cette Côte d'Ivoire, ce sont les journalistes qui m'ont affublé de ce sobriquet, le Libanais de Gbagbo. Mais moi, je n'ai jamais demandé à ce qu'on m'appelle comme ça. Maintenant, je ne renie pas. Mais vous étiez proche de Gbagbo? Oui, plus ou moins, plus ou moins. Maintenant, je ne renie pas ce que j'ai fait. Je ne me dédouane pas de ce que j'ai fait. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec conviction et sincérité parce que je sentais que mon pays était en danger. Il était en train de tenser, de claudiquer. Donc, je me disais qu'il fallait que je le remette sur les rails modestement. Donc, j'ai défendu d'abord la Côte d'Ivoire. Voilà. Et forcément, il y a un président à la tête, on fait bloc derrière lui quand le pays vacille. Maintenant, moi je suis un patriote républicain, je le disais tantôt, donc respectueux de l'ordre établi. Un nouveau président a été élu, a été installé, il nous faut faire corps avec lui et travailler de concert avec lui, l'aider dans cette énorme tâche, parce qu'un président peut pas... Expliquez-nous ça un peu, vous dites que vous êtes un patriote républicain, donc... Vous avez soutenu le combat de l'ex-président Gbagbo. C'est légitime, c'est votre choix. Mais aujourd'hui, vous vous ralliez à l'ordre établi, mais vous reniez pas vos convictions. Vous restez convaincu que le discours politique, le projet politique de Laurent Gbagbo est un projet valable, un projet auquel vous adhérez. Écoutez, bien sûr. Le programme, moi d'ailleurs, j'ai fait campagne pour le président de la République en faisant une caravane sur le territoire de son livre-programme, justement, qu'il avait sorti pour cette campagne, où il avait consigné dans ce livre tout ce qu'il voulait faire dans son programme de gouvernement, où il avait, je dirais, inscrit dans ce livre sa vision, son ambition pour la Côte d'Ivoire au niveau de l'école, au niveau de la santé, au niveau
je dirais, des infrastructures. Donc oui, ce programme est alléchant, mais malheureusement, il n'y a pas eu les mécanismes, il n'y a pas eu les hommes qu'il fallait pour justement appliquer ce programme. Donc, on peut, et encore une fois, ce n'est pas une ambivalence, mais on peut avoir soutenu quelqu'un et estimer qu'il a perdu. Voilà, il a perdu. Et en plus, je n'ai pas accepté ce hold-up électoral et cette forfaiture. Donc, parce que j'essaye d'être démocrate. Je n'ai pas l'outrecuidance de dire que je suis un démocrate, mais pour moi, la politique, entre guillemets, c'est comme le sport. On perd ou on gagne. Si on perd, on se représente. Et donc, on ne dit pas on perd, on gagne ou on gagne. C'était le slogan de la campagne. C'est vrai, c'était le slogan que je ne comprenais pas complètement. Mais que vous avez sans doute aussi répété et scandé. Non, moi je partais du principe qu'on pouvait perdre l'élection. Je l'ai dit sur le plateau de Africa 24. Je l'ai dit, mais évidemment mon souhait c'était que l'on gagne. Donc j'ai mis, je me suis investi corps et âme, je me suis investi à tout point de vue pour justement la victoire du candidat Laurent Gbagbo. Il a perdu, ce n'est pas la fin du monde, on ne va pas pleurer, on remet pacifiquement le pouvoir, on évite ces 5000 morts, parce qu'il y a 5000 morts au bas mot, ce 3000 morts c'est un chiffre officiel. Donc pour moi la politique ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'art de l'invective, ce n'est pas la foire aux injures, ce n'est pas ça la politique c'est de la générosité, c'est un don de soi, et c'est comme un jeu, on peut gagner, on peut perdre. Et puis, franchement, je vais vous dire quelque chose, et là je le dis du fond du cœur, j'ai soutenu Laurent Gbagbo, mais depuis que Ouattara est président, j'ai le cœur plus léger, je me sens plus soulagé, parce que je suis persuadé qu'avec lui, il y aura moins, je ne dis pas que ça sera éradiqué, mais il y aura moins de xénophobie dans ce pays, il y aura moins de tribalisme, il y aura moins d'exclusion. La gestion du pouvoir. Vous êtes rendu compte de ça après la victoire ? La gestion du pouvoir sera moins clanique. Non, je vous ai dit tout à l'heure que pendant des années, j'ai interpellé mon camp qui m'a quasiment mis en rupture de banc parce que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Mais pourquoi vous n'avez pas rejoint l'autre camp ? Oh, mais j'étais souvent en contact avec eux pendant des années. Je vais vous faire des petites confidences. J'étais souvent, depuis 3-4 ans, en contact avec l'actuelle première dame. J'étais en contact avec le premier ministre Guillaume. Qui m'a même demandé de rejoindre le Golf Hotel, mais évidemment pour des questions de sécurité, parce que j'ai ma famille ici, je ne pouvais pas. J'étais souvent en contact avec le ministre Ahmed Bakayoko, qui me disait comme ça, entre guillemets, ton camp naturel c'est chez nous, les valeurs que tu défends de diversité, parce que la diversité est une richesse, ça n'est pas un handicap, c'est une chance à saisir la diversité. Donc toutes les valeurs de diversité, de tolérance, d'acceptation de l'autre, le droit à la différence, qui ne doit pas amener à la différence des droits. Le droit à la diversité qui ne doit pas amener à la diversité des droits. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà des phrases qui sont profondes bien sûr, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez ostracisé par le nouveau pouvoir ou bien vous vous sentez tout à fait à l'aise? Est-ce que vous avez été menacé? Parce qu'on sait qu'il y a eu un cycle de vengeance et c'est malheureux mais ça arrive aussi. Est-ce que vous, en tant que figure connue, soutien à l'ancien régime, est-ce qu'aujourd'hui vous avez été menacé? Non, moi je n'ai pas du tout été menacé, très sincèrement. La preuve, je suis resté ici pendant tous les événements. Les autres sont partis, les autres membres de la Galaxie Patriotique, en tout cas le 3/4 sont partis. Quand on n'a rien à se reprocher de mal, on reste. Moi je suis resté pendant les événements. Je vais même peut-être vous faire rire, mais les FRC m'ont même protégé à la limite, parce que j'avais un discours qui était en phase avec leurs convictions, avec leur opinion. Tout en n'étant pas de leur camp. En politique, ça arrive. Donc, ostracisé par le nouveau pouvoir, non. Peut-être par l'ancien, où j'ai subi, comme Eugène Dué, toutes les humiliations, toutes les, je dirais, le bannissement que j'ai connu vraiment. J'ai été piétiné dans mon honneur, mais je défendais la Côte d'Ivoire, donc j'ai avancé. Et maintenant, si le nouveau pouvoir pense que il y a possibilité de travailler ensemble. Moi, je suis à la disposition de mon pays pour une Côte d'Ivoire forte, généreuse, solidaire, diverse, tolérante, prospère. Êtes-vous préoccupé par le sort du président Gbagbo? Écoutez, je souhaite que rien ne lui arrive de grave, qu'il garde toujours la santé pour lui et pour sa famille. Maintenant,
il est arrivé ce qui devait arriver. On m'avait posé la question il y a quelques jours. C'est vrai que je ne souhaitais pas que la fin se termine comme ça, par des images choquantes d'un président de la République, mais en même temps, on aurait cédé le pouvoir pacifiquement, on n'en serait pas arrivé là. Mais en tout cas, tous ceux qui ont commis des crimes de sang doivent répondre devant la justice. En même temps, tout ce qui peut participer au pardon, à la réconciliation, à la dynamique de paix, au rassemblement, à l'unité, à l'union des Ivoiriens, tout ce qui peut participer à cela doit être fait par rapport au cadre de l'ex-parti au pouvoir. On va en venir voilà, sur le chantier de la réconciliation. Pour je voulais savoir simplement, président de la vous pensez République, que l'actuel pouvoir se conduit de façon correcte avec l'ex-président Gbagbo? Mais écoutez, je pense que oui. Je pense que oui, parce que si on voulait attenter à sa vie, ça aurait été fait depuis. Il y a des cas en Afrique, et même dans le monde. Regardez ce qui s'est passé avec Ceausescu et son épouse. Je dirais des exemples en Afrique, il y en a pêle-mêle. L'ancien ministre libérien Samuel Doe. Voilà, parce que n'oublions pas que nous ne sommes pas sortis. Le pouvoir ne s'est pas... Il n'y a pas eu cette alternance, ce changement du pouvoir pacifique. Nous sommes passés par un temps de guerre que nous n'avons pas souhaité, mais que nous avons vécu. Donc, qu'il soit vivant, c'est déjà une grâce de Dieu, lui et son épouse. Voilà. Donc, et tous ceux qui ont fui savent très bien que s'ils étaient restés là, à mon avis, ils seraient passés de vie à trépas, comme on dit. Donc, je pense qu'il n'est pas trop maltraité dans une résidence surveillée, avec toutes les commodités, comme le président Ouattara l'a dit. Autre question. Donc, qui est devenu votre compagnon de route? Je ne sais pas si c'était votre ami, Charles Blé Goudet, le chef des Jeunes Patriotes. Votre question est très pertinente. Non, vous savez, je vais vous faire une confidence. Depuis 1 an et demi, j'avais coupé un peu les ponts avec lui. Enfin, on ne se voyait plus. Moi, j'ai fait campagne de mon côté, donc j'ai plus de nouvelles. Donc, si j'en avais pas avant, je risque pas d'en avoir maintenant. Ou en tout cas, depuis que le président de la République, l'ex-président a chuté. Donc, je ne sais pas où il est. Et donc, voilà, je sais pas ce qui lui arrive. Ne vous inquiétez pas de son sort? Franchement, non. Vous croyez qu'il est... Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'avenir. Est-ce qu'il garde toujours un pouvoir de nuisance? Écoutez, je vous laisse la responsabilité de votre assertion, mais moi, ce que je peux dire, puisque je n'ai pas la langue de bois, notre jeunesse a été trop souvent instrumentalisée, trop souvent manipulée, intoxiquée, trop souvent téléguidée, parce qu'elle était au chômage aussi. Ça aussi, c'est un mal endémique que les nouveaux gouvernants doivent régler. On a fait quasiment un lavage de cerveau de cette jeunesse. Et donc j'en veux à certains leaders de jeunesse qui eux-mêmes ne sont pas des modèles, qui eux-mêmes ne sont pas des modèles de probité, ne sont pas des modèles dans la vie sociale, économique et professionnelle. Donc franchement, cette jeunesse a été mise dans la rue comme ça, et puis a été, comme je le disais, téléguidée. Donc franchement, oui, il y a certains leaders à qui j'en veux parce que justement ça a déteint sur une partie de la jeunesse ivoirienne. Notamment Charles Blé Goudet? Écoutez, je pense que vous avez un esprit assez vif et de déduction assez pertinent, donc vous déduirez ce que vous voulez déduire. Mais moi je dis que cette jeunesse a été instrumentalisée, c'est dommage. Voilà. Quand vous savez que 70% de la population ivoirienne est jeune, aspire à travailler, quand vous avez des maîtrisards, des titulaires de DSS, de DEA qui gèrent des cabines téléphoniques, ça veut dire que notre pays est tombé bas. Mais si à la tête de cette jeunesse, vous ne mettez pas de modèle, force est de constater qu'ils ne prendront pas le droit chemin. Allez, parlons maintenant du chantier d'avenir. Réconciliation, reconstruction du pays. Qu'est-ce que vous attendez du président Alassane Ouattara? Est-ce qu'il faudrait-il qu'il fasse un geste fort, un geste symbolique pour marquer à tous les Ivoiriens que la page est tournée et qu'on doit travailler ensemble, qu'en dépit du passé, justice doit passer bien sûr, mais on est tous ensemble, on est ensemble comme on dit ici, pour reconstruire le pays? Tout d'abord, il devrait, tous les cadres de l'ancien pouvoir qui sont en résidence surveillée doivent être libérés. En tout cas, doivent pouvoir circuler normalement et donc doivent être en sécurité sur tous les territoires nationaux. D'autant plus que beaucoup ont des visages connus, ne sont pas des inconnus justement. Ensuite, un gouvernement d'union. Ça, c'est un geste très fort, où vraiment des cadres de l'ex-parti sont vraiment associés aux décisions. Et puis, troisième élément, enfin,
s'il pouvait, quant au président de la République déchu, vraiment tempérer le jugement. Ce serait une bonne chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que Laurent Gbagbo a fait presque 47%, 46,9%. C'est quasiment la moitié du pays. Beaucoup d'Ivoiriens le portent dans leur cœur. Donc, son sort, ou en tout cas la conséquence de la justice quant à son sort, va réveiller des frustrations, remuer des couteaux dans la plaie et remuer certaines meurtrissures. Et donc, si on peut en tout cas atténuer au maximum, ou quitte même, peut-être que là j'extrapole, je vais un peu loin, quitte à le libérer à l'amnistie après un jugement, pourquoi pas? Parce qu'il faut pardonner. Il faut pardonner même pour des fois les crimes les plus crapuleux. Mais est-ce que les Ivoiriens sont prêts à se pardonner maintenant? N'est-il pas trop tôt? Il faut d'abord passer par la vérité, la justice, et ensuite viendra la réconciliation. Mais justement, la commission qui est mise en place, qui est présidée par le Premier ministre Charles Konan Banny, dit pardon, justice, dialogue, réconciliation, vérité. Voilà, ça englobe tout cela. Donc toutes ces phases, ces différentes phases sont nécessaires pour la réconciliation, ou en tout cas d'abord pour la conciliation, puisque la réconciliation n'est que la conséquence de tout cela, la conséquence positive de la conciliation. Donc, c'est possible, parce que les Ivoiriens sont des gens de pardon, sont des gens qui aiment leur pays, et ce n'est pas des va-t-en-guerre, ce n'est pas des guerriers. Moi, je suis né dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays, je suis un, comme on le dit entre guillemets, je suis un Ivoirien blanc, je connais mon pays. Les Ivoiriens aspirent à la paix, à la joie de vivre, au bonheur. Voilà. Tout ce qu'Houphouët-Boigny nous a appris depuis des lustres. Donc, ils sont prêts à le faire. Il suffit d'avoir les mécanismes, d'avoir les institutions et d'avoir des décisions politiques fortes que je vous ai citées il y a quelques secondes. Donc, ils sont prêts à la réconciliation. Dernière question. Après avoir été contre votre plein gré, je ne sais pas, mais en tout cas vous l'avez assumé, puisque je vous ai déjà entendu même sur le plateau de Vox Africa assumer ce statut d'être le Libanais de Gbagbo. Est-ce que vous deviendrez bientôt le Libanais de Ouattara? Écoutez, ça je ne sais pas. Je vous ai dit que moi je ne choisis pas de sobriquet politique. Maintenant, puisque l'ancien sobriquet, ce sont les journalistes qui me l'ont affublé. Moi je travaille pour mon pays. Si on estime que j'incarne des valeurs, que je porte une diversité, comme le président Sarkozy l'a fait en France, avec Ramayadé, avec Fadela Amara, avec d'autres personnes, s'il pense que je peux lui être utile et que je peux travailler à ses côtés et que je peux apporter un minimum de plus-value, modestement, sans outrecuidance, mais apporter quelque chose pour ce pays, parce que, vous savez, la communauté dont je viens, c'est la 63e ethnie de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, j'aime pas trop parler de communauté. Le communautarisme, j'aime pas ça. Parce qu'elle est diverse aussi. Tous les Libanais, ils ne pensent pas la même chose. Je suis même de deux communautés, libanaise et française. Voilà. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je n'aime pas trop le terme communauté ou communautarisme, parce que nous sommes dans une république. Et la république, justement, fédère. Elle se cimente, ce levain qui, justement, cimente toutes ces différentes communautés confessionnelles, religieuses ou même ethniques. Mais pour revenir à ma question... Donc, pour revenir à votre question... ça sera à lui de décider si, évidemment, je peux être à son service. Mais vous êtes disponible. Mais comment ne peut-on pas être disponible pour son pays? Si on veut le bien de son pays, si on veut que son pays avance, c'est pour ça qu'il faut se pardonner. C'est pour ça qu'il faut se réconcilier, pour le bien de son pays. Donc quand j'entends aujourd'hui des personnes qui sont encore en train de rêver debout, qu'on va revenir à l'ancien système, mais je me dis qu'ils n'aiment pas leur pays. Parce que le patriotisme, c'est dans les actes qu'on pose et c'est dans les actes et c'est dans les paroles. Si on aime son pays, on doit se dire qu'il y a eu un gouffre, il y a eu un gap, on est allé trop loin, on a touché le fond du trou. Il faut maintenant se relever, il y a un nouvel ordre qui est établi, il faut l'accompagner et je pense que cet ordre-là, il y aura de la place pour tout le monde dans ce pays. Donc mes amis patriotes qui avaient les armes à l'époque du siège de Yopougon, je leur disais, vous faites partie de la Côte d'Ivoire. Déposez les armes, entrez dans la nouvelle République. La Côte d'Ivoire a besoin de vous, a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour travailler. Ne vous excluez pas vous-même. Voilà. Donc, si le président de la République estime que je peux lui être utile, à quelque niveau que ce soit, je suis à la disposition de mon pays et de celui qui l'incarne. Donc, après, les sobriquets politiques, moi, je ne les choisis pas. Mais c'est toujours une fierté de porter le nom d'un président de la République.
Ça, je pense Merci que ça ne beaucoup. vous a pas échappé. Merci beaucoup. Elia Lassou, on verra bien si on vous... L'avenir nous le dira. De ce nouveau Que sobriquet. Dieu nous donne vie et l'avenir nous le dira. Je rappelle que donc vous êtes le président de l'ONG Initiative pour la République et la paix en Côte d'Ivoire. Merci pour cet entretien. Merci infiniment à vous. Merci chers téléspectateurs pour votre attention et votre fidélité à Vox Africa. Restez sur votre chaîne panafricaine. À bientôt, au revoir.